Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette 8e édition du Salon L'Étoile du Bien-être. Ce matin, je laisse la parole à Caroline Gupta pour sa conférence Santé et création. Voilà, passez un bon moment. Voilà, nous sommes peu nombreux ce matin, c'est un dimanche matin, c'est normal. De bonne heure, je vous remercie de vous être motivés pour cette conférence vraiment très matinale, un horaire inhabituel pour un exposé. Alors, je suis Caroline Gupta, je vais donner quelques éléments de mon parcours en guise d'introduction pour que vous ayez un aperçu de ce qui sous-tend mes propos sur ce thème. Alors, je suis biologiste de formation, formée en biologie animale, biologie végétale, un petit peu de géologie, et pour me spécialiser en 3e cycle universitaire en physiologie, c'est-à-dire l'étude du fonctionnement des organismes, et en biologie cellulaire. Alors, j'ai enseigné la biologie pendant plusieurs années, en lycée d'abord, puis en formation pour adultes, à l'école de décodage biologique à Lyon, ainsi qu'à l'école de kinésiologie. Je reste une passionnée du vivant sous toutes ses formes et fondamentalement je reste dans une démarche scientifique. Pour moi la science n'étant pas tant d'expliquer les choses mais que de ne tirer une conclusion que quand on a fait l'expérience. Alors après mes études universitaires, j'ai pratiqué le yoga, une technique de hatha yoga traditionnelle selon les enseignements de Satchitananda pour les personnes qui connaissent un petit peu les différents courants. Et donc dans cette pratique de hatha yoga, j'ai pratiqué les postures, les techniques de purification pour m'intéresser un petit peu plus spécifiquement à l'utilisation des sons à des fins énergétiques pour débloquer les énergies, amplifier l'énergie dans le corps et à des fins d'ouverture, de clarification de l'esprit. Lorsque j'étais professeure de yoga à temps complet, j'ai proposé mes services à l'APF, l'Association des paralysés de France. J'étais à l'époque à Nîmes, dans le Gard, pour proposer à des personnes à mobilité très réduite, en fauteuil rouleau, la possibilité de bénéficier des bienfaits du yoga et de réduire la notion de posture dans sa dimension physique et l'amplifier au niveau énergétique. Ensuite, mon parcours professionnel est marqué par le fait que j'ai voulu me rapprocher progressivement du domaine de la santé. Et dans cette optique, je me suis formée à la kinésiologie dans une école qui se trouve en région parisienne. Et le choix de cette école, à l'époque j'étais dans le Gard, à Nîmes, s'est porté sur le fait que la spécialité qui était enseignée s'appelle aura-kinésiologie, permet donc d'appliquer la technique de la kinésiologie non plus directement sur le corps, mais aussi en périphérie du corps. C'est d'ailleurs la dénomination qui est la mienne dans mon activité en consultation. Alors, j'ai enseigné la kinésiologie à Lyon, l'aura-kinésiologie, entre autres. Et puis, à l'époque, donc, j'ai proposé un module spécifique en 3e année de formation de kinésiologie qui s'appelait Kinésiologie et intuition, de façon à amener les praticiens ou les futurs praticiens à la notion de soins individualisés et d'introduire la création, c'est-à-dire de pouvoir s'affranchir de la technique un petit peu pour proposer un acte de guérison qui peut être un acte unique et non reproductible. Donc je dirais que la création et l'improvisation ont toujours été quelque part sur mon chemin de vie, professionnel et artistique. Alors, en parallèle évidemment de mes formations professionnelles, je me suis intéressée, comme beaucoup de gens en recherche, à un certain nombre de pratiques thérapeutiques, énergétiques. Mon passé, on va dire, de jeunesse était plutôt tourné vers les pratiques sportives. J'ai fait l'expérience de mes capacités physiques dans le domaine plus des pratiques de fond et de l'endurance pour progressivement m'intéresser aux disciplines artistiques, par la sculpture, puis la peinture et la danse et la musique. J'utilise les disciplines artistiques aujourd'hui dans les ateliers que j'anime à des fins de santé et aussi d'ouverture à la création dans un travail de recherche qui est une confluence entre science, art et conscience. Travail de recherche que je mène aujourd'hui dans notre centre de création et de ressourcement à la Source aux Étoiles qui se trouve à Ourches.
Alors, je dirais que mes années d'exercice sont marquées entre 2006 et 2010 également, par le fait que j'ai souhaité cesser mes activités professionnelles ainsi que mes activités sociales pour me consacrer entièrement à ma recherche intérieure durant plus de 3 ans, on va dire 3 ans, 3 mois et 3 jours plus exactement, sur la base d'une pratique de méditation qui, à l'origine, est une pratique de méditation d'origine indienne qui s'appelle Vipassana et dont le propos est de centrer son esprit sur l'observation des sensations physiques en surface du corps, à distance du corps, à la surface du corps et à l'intérieur du corps. Voilà donc pour quelques éléments de parcours. Alors, ce thème santé et création m'est particulièrement cher. Et avant de démarrer dans le vif du sujet, nous allons être amenés à voir quels sont les différents plans de perception de la santé que nous pouvons avoir. Alors, cette conférence est une première. J'ai un PowerPoint avec un appareil pour actionner à distance. Hop. Donc, les deux mots-clés, santé et création. Ah oui, il faut que j'appuie 2 fois. Hop. Voilà, c'est magique. Donc, nous allons définir donc, dans un premier temps donc, différents niveaux de perception de la santé. Voilà. Donc, j'ai choisi de représenter sous cette forme de pyramide. Vous voyez donc 4 niveaux de perception de la santé. Premier niveau, représenté en vert, je l'appelle le sens commun. À savoir que si j'interroge 10 personnes, peut-être même ici, si j'interroge 10 personnes sur qu'est-ce que c'est pour vous être en bonne santé, je pense que la plupart d'entre vous répondront pour moi, être en bonne santé, c'est ne pas être malade. Autrement dit, cette définition de la santé, assez spontanée, repose sur une négation qui est « je suis en bonne santé si je ne suis pas malade », ce que j'ai représenté à gauche ici, et « je suis en bonne santé si j'ai mal nulle part », en gros. Alors, ce consensus est à relativiser aujourd'hui, si vous êtes déjà intéressé au décodage biologique, parce que nous savons maintenant que il existe des symptômes et des pathologies, soit en phase active de stress, soit en phase de résolution de stress, et nous pouvons donc vivre des symptômes tout en étant en phase de guérison. Ceci donc est un développement qui ne prendra pas part dans cet exposé, puisque notre sujet est autre. Alors, si je veux m'assurer que je suis en bonne santé, si j'ai des doutes et que je vais voir mon médecin, et pour savoir si je suis en bonne santé, eh bien, à quoi se réfère le médecin et le corps médical? Il se réfère à une notion qu'on appelle l'homéostasie. Qu'est-ce qu'on entend par homéostasie en physiologie? L'homéostasie est ce qu'on appelle le maintien des constantes de l'organisme. Alors, le mot constante est un petit peu abusif, en ce sens que notre corps vivant vit des fluctuations permanentes, mais dans ces fluctuations, la médecine a établi des moyennes, et lorsqu'on fait des analyses, on va vérifier si vos taux ou vos constantes se situent dans ces moyennes. Alors, on va mesurer le taux de glycémie, on va mesurer le taux de cholestérol, on va mesurer si vous avez une bonne moyenne de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes. Donc tout ceci pour dire que notre médecine occidentale prend pour référence de bonne santé quelque chose qui est plus du registre du linéaire et de la constante, tout en sachant bien évidemment que cette linéarité n'est pas une linéarité fixe, mais autour de fluctuations. Maintenant, troisième niveau, si l'on s'intéresse aux médecines énergétiques, donc issues d'autres cultures plus orientales, on va dire, en Asie également, eh bien, on remarque que les termes qui sont le plus employés et ce sur quoi on porte notre attention est plus du registre de la circulation d'énergie, bien sûr, et on s'intéresse également plus à une notion de respiration. La respiration n'étant pas tant un mouvement de gaz, oxygène et dioxyde de carbone qu'un rapport à la densité, c'est-à-dire on va voir si dans nos tissus ça respire suffisamment, si l'énergie peut circuler. Donc, on va dire une perception de la santé, je dirais, beaucoup plus dynamique. Et puis, il y a un autre niveau de perception de notre santé qui est celui de la conscience,
à savoir qu'on peut s'interroger sur le fait de savoir si, indépendamment de ces constantes, indépendamment de ces circulations, nous nous sentons, dans notre dimension d'être, suffisamment serein, suffisamment dans un rayonnement de déploiement global, et si nous nous sentons centrés, ancrés, dans un état, on pourrait dire, d'unité et d'esprit clair, donc la clarté que j'ai fait figurer sur le haut à droite. Alors, cette représentation, donc, sous une forme de pyramide, peut aussi être considérée comme un pommeau de douche, c'est-à-dire que je peux me dire, après tout, que si on peut se poser la question, si je suis en relation suffisante avec cette dimension de conscience, dans un état d'unité, de clarté et de sérénité, eh bien peut-être mes circulations d'énergie sont-elles suffisamment assurées, mes tissus respirent, mes constantes sont dans la moyenne, et finalement je ne suis pas sujet ou sujette à des pathologies de stress et à des douleurs liées à une accumulation de stress. Alors, évidemment, le fait de faire figurer la conscience dans la perception de notre santé nous amène à nous interroger sur le deuxième mot-clé de cette conférence, qui est le mot création. Donc, la dimension de conscience et la dimension de création sont intimement liées. Et j'ai fait figurer ici les mots-clés que l'on retrouve le plus sur le thème de la création, quels que soient les systèmes de référence. Le propos ici n'est pas de proposer un système de référence, mais plutôt de voir ce sur quoi tous se rejoignent. Alors, lorsque l'on s'intéresse à la création, il s'agit de notre dimension d'être. Et on parle de l'origine ou de l'essence du vivant, on parle d'universalité, on parle de dimension absolue, d'unité, l'absolu étant toujours mis en lien avec la dimension unitaire, et fait référence également à ce qu'on pourrait appeler la beauté, au-delà de ce qui est joli ou de ce qui nous plaît, mais une beauté totalement naturelle et sur laquelle tout le monde sera d'accord. Alors, quel peut être le lien entre la santé et la création ? J'ai choisi dans cet exposé de faire référence dans un premier temps à la science. Que nous dit la science sur ce sujet ? Dans un deuxième temps à l'art. Que nous dit l'art sur ce sujet ? Et quel est le lien qui peut être fait de l'un à l'autre, notamment par la pratique de la méditation ? Alors, nous allons dans cet exposé suivre la dynamique d'un chercheur dont la notoriété n'est plus à faire et qui fera l'unanimité. Donc, ce professeur Tournesol nous permet de mettre un petit peu de légèreté dans cette conférence matinale. Il sera notre lien donc, dans les différentes parties de l'exposé. Alors, en matière de science, je vais donc parler biologie. Notre corps est constitué d'organes, nos organes sont constitués de cellules, nos cellules sont regroupées en tissus, et si l'on s'intéresse donc aux différents tissus qui nous constituent, ici vous avez une représentation de ce qu'on appelle un frottis sanguin. C'est très facile à faire, il suffit de prendre une goutte de sang de notre doigt, de le mettre sur une lame de microscope, mettre une lamelle par-dessus, d'observer au microscope, et on observe ceci. Alors, ceci donc est une représentation directe, naturelle des cellules. Vous avez donc des globules rouges, cellules que tout le monde connaît. Au milieu, vous avez deux globules blancs, qui sont des cellules à très gros noyaux. Et les globules rouges apparaissent beaucoup plus petits, ils le sont. C'est une adaptation à leur fonction, car leur fonction est de distribuer l'oxygène dans l'ensemble de l'organisme en passant par les vaisseaux sanguins les plus petits que sont les capillaires. Donc en étant petits, ils se faufilent facilement. Et puis vous pouvez voir que ces globules blancs apparaissent avec un centre beaucoup plus clair, tout simplement parce que certaines personnes ne le savent pas, mais ces cellules sont dépourvues de noyaux, ce qui est à la fin de leur spécialisation. Le noyau s'en va pour être une adaptation à leur fonction et pouvoir transporter plus d'oxygène fixé à l'hémoglobine.
Alors, ces globules rouges que tout le monde connaît, il faut savoir que leur durée de vie est limitée et nos globules rouges vivent environ 3 mois. Donc, vous imaginez que depuis que notre conception, depuis que nous vivons, le nombre de fois que nos globules rouges se sont renouvelés à partir de cellules qu'on appelle les cellules souches et qui se trouvent dans la moelle de nos os longs et plats. Donc ceci est un exemple pour les globules rouges, mais ceci est valable pour toutes nos cellules. Nous créons nos cellules en permanence. Nous sommes des créateurs du vivant. Pour la plupart de nos cellules, à l'exception peut-être de certains neurones. Alors, si l'on s'intéresse maintenant aux cellules elles-mêmes, donc tout le monde le sait, nos cellules sont constituées de molécules. Vous avez ici une représentation schématique d'une cellule animale. Alors, la cellule, donc souvent je l'ai dit quand j'enseignais la biologie, il faut considérer nos cellules comme des usines du vivant. Et ces usines fonctionnent avec des machines. Et la machinerie cellulaire est constituée de ce qu'on appelle des organites cellulaires. Ces organites sont représentés au centre avec des légendes. Ce n'est pas le propos de notre conférence. Les légendes ont peu d'importance. Je les ai laissées simplement parce que c'est un petit peu plus rigoureux. Quoi qu'il en soit, donc, ces organites sont constitués de molécules, et si l'on regarde la nature des molécules qui constituent nos cellules, eh bien, il s'agit principalement de protéines. Les protéines, donc, nous permettent, d'une part, d'être vivants en termes de fonctionnement, car ce qu'on appelle nos hormones sont en partie des protéines. Les enzymes, qui sont les catalyseurs des réactions biologiques, sont aussi des protéines. Et puis, dans la structure des membranes cellulaires, nous avons des protéines qui servent au transport des molécules à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Nous avons également à l'intérieur des cellules, peu de gens le savent, un squelette, qui est un squelette moléculaire qu'on appelle un cytosquelette. Il n'est pas représenté ici parce que c'est une représentation en 2 dimensions. Et ce cytosquelette, qui donne la forme en 3 dimensions de la cellule, est constitué également de protéines. Ces protéines sont en permanence renouvelées. Le vivant fait toujours du neuf. Il évite la décrépitude, même si nous vivons un certain vieillissement. Et ces protéines sont fabriquées à partir d'informations qui sont des informations élémentaires, universelles, qui se trouvent dans notre matériel génétique, à l'intérieur du noyau de la cellule, sur les chromosomes et sur une longue molécule que l'on appelle l'ADN. Alors, vous avez ici, donc, en haut à gauche, la cellule, avec cette fois-ci donc très simplifié le noyau et représenté de façon symbolique. Ah oui, c'est vrai, j'ai un petit machin. Hop, voilà le noyau. Oups là, faut pas trop bouger. Et puis ici, vous avez des chromosomes. On a de façon schématique donc sorti un chromosome. Et de façon schématique, on montre ici qu'il est possible, sur cette structure qui est aussi de nature protéique, il est possible de dérouler cette longue molécule qui est une molécule d'ADN. La molécule d'ADN, vous le voyez, est constituée de 2 brins. Voilà. Et sur cette molécule d'ADN se trouvent des informations qui sont schématisées ici avec des lettres. Chaque lettre représente ce qu'on appelle une base. Et vous avez ici un message, voilà, tout du long. Et l'ensemble de ce message, qui constitue aussi un bout de l'ADN, s'appelle un gène. Un gène correspond à une protéine. Donc vous avez ici, selon ce qu'on appelle le code génétique, la possibilité, à partir de ce message, de fabriquer une protéine qui est constituée elle-même d'acides aminés, ici. Les acides aminés, nous les prélevons dans notre alimentation. Et pour faire une protéine, donc, nous nous référons au code génétique qui va dire dans quel sens il faut assembler les acides aminés. Donc chaque protéine est unique dans sa taille et dans sa constitution, de façon à pouvoir assurer sa fonction, qui dépend à la fois de sa composition, mais aussi de sa forme dans l'espace.
Donc nous voyons donc que si nous sommes des créateurs de nos cellules, nous sommes aussi les créateurs de nos molécules. Ces molécules qui nous constituent principalement les protéines font référence à des informations universelles, unitaires. Ces informations donc constituent notre patrimoine génétique. On l'appelle aussi le génome. Il y a pour chaque espèce un génome spécifique, un patrimoine génétique qui lui est propre. Et si l'on s'intéresse à l'évolution des espèces, alors que nous dit la science? La science nous dit que l'évolution repose sur ce qu'on appelle les mutations. Et que sont les mutations? Les mutations sont des improvisations, c'est-à-dire des transformations ponctuelles de l'information que constitue un gène qui va donner une protéine différente, et cette protéine différente peut être source d'adaptation. Alors, il y a, en ce qui concerne les mutations, des mutations qui sont pour certaines sources d'involution et pour certaines sources d'évolution en termes d'adaptation. Vous voyez donc que, en termes d'adaptation, l'improvisation existe dans la nature et l'improvisation existe dans les informations universelles qui nous constituent et qui peuvent elles-mêmes évoluer. Alors, nous sommes des créateurs du vivant, créateurs cellulaires, créateurs moléculaires, créateurs en matière d'évolution. Et toute recherche scientifique, souvent, rejoint la recherche artistique. Nous allons donc suivre le professeur Tournesol, cette fois-ci dans le domaine de l'art, pour aller voir ce que nous dit l'art en matière de création. Et j'ai choisi, dans ce domaine, de prendre support sur un peintre que l'on appelle Rothko. Donc, Rothko est un peintre d'origine russe, émigré aux États-Unis. Sa période, on va dire, de création qui est la plus connue est à partir des années 1950, entre les années 50 et les années 70. Ce peintre, comme vous pouvez le constater, est un peintre très contemporain, connu pour des peintures de ce style, comme vous le voyez, dans lesquelles figurent en général des grands rectangles de couleurs, soit dans les nuances de gris, qui sont, comme certains le savent, infinies, soit dans des couleurs beaucoup plus chaudes, comme celle-ci, donc dans les jaunes, dans les oranges, dans les rouges, des très beaux rouges. Alors, je vais prendre appui sur la peinture de Rothko, simplement pour évoquer une expérience qui a été la mienne lorsque j'étais jeune. Je suis allée à une exposition de Rothko. À cette époque, je n'avais aucune pratique de la peinture, aucune technique. Et j'ai été emmenée dans cette exposition par un ami qui était sculpteur et qui m'a dit « Je ne veux pas quitter Paris sans avoir vu cette expo. Viens avec moi, je pense que ça t'intéressera. » Alors je l'ai suivi et à ma grande surprise, au début de l'exposition, cet ami me plante à l'entrée de l'exposition pour me dire je vais dans une autre salle voir ce qui m'intéresse, je te laisse et on se retrouve à la fin. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que la plupart des gens font dans les expositions de peinture, c'est-à-dire que j'ai suivi la chronologie des œuvres qui avaient été choisies pour représenter l'évolution de ce peintre dans sa création. Et à défaut d'avoir des connaissances techniques pour pouvoir m'expliquer à l'époque ce qui pouvait faire le grand intérêt de ce type de peinture, eh bien je me suis dit, je ne vais quand même pas faire comme les gens qui se disent, il ne s'est pas foulé le peintre à faire des grands rectangles de couleurs. Je me suis dit que si autant de personnes venaient voir cette peinture, c'est que j'avais quelque chose à saisir, à défaut de pouvoir comprendre. Et donc, je me suis référée à quoi? Eh bien, je me suis référée à mes sensations. Et je suis passée d'un tableau à l'autre, simplement en me mettant devant, dans un état de réceptivité assez naturel, et en me disant qu'à force de faire cette expérience, il allait se passer un truc, et que j'allais saisir quelque chose qui allait m'apprendre l'intérêt de cette peinture. Alors, pendant que je me plantais comme ça devant les peintures, pour certaines sont totalement gigantesques, hein, certaines font la taille des fenêtres qui sont ici, c'est assez saisissant.
Je voyais des personnes beaucoup plus averties que moi qui s'approchaient le nez près de la toile pour essayer de voir cette couleur, comment elle était faite, tout ça. Et moi, n'ayant aucune technique de la peinture, ma foi, comment était faite cette couleur, ça ne me parlait pas plus que ça. Et donc, je suis passée d'une peinture à l'autre. Et à ma grande surprise et pour mon plus grand désagrément, en fait, je me suis sentie de plus en plus mal. Tellement mal que j'ai été prise d'un vertige jusqu'à être à la limite de perdre connaissance. Et très vite, j'ai dû sortir de l'exposition pour retrouver mes esprits. Mon ami donc me retrouve à la fin de son expérience, me dit bah dis donc t'as pas bonne mine, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis bah je sais pas, j'ai failli tomber dans les pommes, voilà c'est pour ça que je suis sortie prendre l'air. Et voilà, donc fin de l'anecdote, rien de transcendant. Et pourtant, il se trouve que je suis revenue sur cette expérience, non plus par l'extérieur, mais par l'intérieur, lors de mon travail de recherche intérieure, avec la base de la méditation. Et en revisitant mes sensations, eh bien, je me suis rendu compte qu'à cette époque, bien qu'étant jeune, j'ai fait une expérience qui me sert beaucoup aujourd'hui, qui a été non pas tant une expérience artistique qu'une expérience énergétique, à savoir qu'en me mettant devant ces œuvres, dans un état d'accueil, je dirais, qui était déjà ouvert à cette époque énergétiquement sans que je le sache, eh bien, je suis rentrée en résonance empathique avec l'état du peintre lorsqu'il peignait chacune de ces peintures qui étaient exposées. Alors, cette expérience est tout à fait saisissante parce que, eh bien, je suis rentrée en résonance avec l'état du peintre pendant qu'il créait ses peintures. Et lorsque je me suis intéressée à la biographie de Rothko, eh bien, j'ai appris que ce peintre était, semble-t-il, ou paraît-il, d'un caractère pas toujours facile, en lien avec des difficultés existentielles qui l'amènent à la fin de ses jours à se suicider. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette exposition étant chronologique, eh bien, je suis rentrée en résonance empathique avec une angoisse existentielle qui était la sienne et que dégageaient ses œuvres. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que si une expérience énergétique de ce type permet de dire qu'une œuvre dégage l'état du créateur lorsqu'il a créé cette œuvre d'art, eh bien on peut envisager exactement le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'une création artistique, si tant est que son créateur soit dans un état de conscience, de lien à la création, dans une dimension de clarté et d'ouverture, eh bien cette création va avoir exactement cet effet-là, c'est-à-dire non plus d'amener quelqu'un à tomber à la limite dans les pommes en lien avec un problème existentiel, mais au contraire, à avoir un impact sur l'environnement structurant et unitaire. Alors, ceci m'amène donc à faire une distinction que j'utilise beaucoup dans mon travail entre le fait d'être créatif et le fait d'être créateur. Quelle est la différence? Être créatif, c'est pouvoir faire prendre forme à la matière. Certains sont plus facilement créatifs que d'autres. J'encourage tout un chacun à devenir de plus en plus créatif. C'est de mon point de vue un gage d'évolution. Maintenant, quelle est la différence entre être créatif et être créateur? Être créateur, c'est de mon point de vue non seulement savoir faire prendre forme, mais savoir faire prendre forme selon un lien à la création qui est un lien unitaire et structurant. Donc la différence étant que quand je crée, je peux chercher à exprimer quelque chose, ce qui est du registre en bas à gauche de l'expression de soi. Mais ce qui me semble le plus important, c'est d'être dans un état qui permette l'émergence du soi, ce je l'ai représenté avec une lettre majuscule, le soi étant en relation avec notre dimension universelle de conscience et relié à l'essence de la vie. Autre chose qui est intéressant dans la pratique artistique, c'est de s'intéresser justement à ce qui nous dévie de cette capacité à être traversé par la création dans une dimension unitaire, structurante et cohérente au vivant. Eh bien, ce sont les phénomènes d'identification.
J'ai noté donc à gauche et à droite 2 axes qui nous dévient. Donc vous avez au centre un individu qui est dans sa dimension d'être et qui a la capacité du coup majoritairement de créer en fonction de ce qu'il est réellement, donc en fonction d'une dimension universelle de conscience. Cependant, donc, nous sommes ballottés par des phénomènes d'identification dans lesquels nous baignons depuis notre naissance et auxquels nous avons été conditionnés. Nous avons été conditionnés à vouloir être autre chose que ce que nous sommes fondamentalement. Et donc, je peux être amenée à vouloir, même désirer, créer en fonction de ce que je veux être réellement, donc plus en termes de modèle, ou bien à créer en fonction de ce que l'on veut que je sois, c'est-à-dire pour satisfaire mon entourage ou satisfaire l'image qu'on a voulu de moi. Donc ces 2 axes d'identification sont les 2 axes sur lesquels je travaille beaucoup en atelier d'art-thérapie. Nous avons à la Source aux Étoiles un atelier où le propos, c'est de sortir de l'expression de soi pour permettre une émergence. L'émergence est l'essentiel de mon travail en matière de création. Alors, ce qui est valable donc pour la création artistique est valable pour tout type de création et dans toutes les activités humaines, je pense qu'il est absolument essentiel que ce qui émerge de novateur en termes d'évolution soit de plus en plus cohérent, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine de la technologie, dans le domaine artistique, et tout se rejoint. Alors, évidemment, pour se réajuster plus de façon à ce que nos créations soient les plus cohérentes, eh bien, il existe une technique, et cette technique est la technique de la méditation. Professeur Tournesol a fait des expériences, semble-t-il, assez poussées en matière de méditation. Alors, donc, en ce qui me concerne, la pratique de la méditation repose sur une pratique qui s'appelle Vipassana, d'origine indienne. Vipassana, dans sa globalité, travaille sur l'observation des sensations à la surface du corps et à l'intérieur du corps, et l'observation des sensations pendant des minutes, des heures, des jours, des mois, permet de développer une qualité que l'on appelle l'équanimité. Qu'est-ce qu'on entend par équanimité? Ce terme est issu du latin equus, qui signifie égal, et le propos, c'est de développer la capacité à accueillir de façon égale les sensations qui nous sont agréables autant que celles qui nous sont désagréables. Quel est l'intérêt de cette qualité? L'intérêt est de sortir de la dualité dans laquelle nous sommes en permanence enfermés, qui consiste à rechercher les sensations agréables en termes de désir et à échapper aux sensations désagréables en termes d'aversion. Alors, le propos de mon exposé ne sera pas tant sur les conséquences de la pratique de Vipassana, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais par contre, je vais prendre appui sur Anapana, qui est une technique de Vipassana, mais qui est aussi une technique qui est commune à toutes les techniques de méditation. Quelle que soit leur origine, quelle que soit la culture dans laquelle elle s'est développée, toutes les techniques de méditation utilisent l'observation de la respiration et des sensations liées au va-et-vient du souffle. Dans quel objectif? Eh bien, dans l'objectif d'obtenir une clarification, la clarté de l'esprit. Et ceci est un phénomène assez naturel que l'on peut illustrer de la façon suivante. Je dis souvent que notre fonctionnement mental est un petit peu comme une suspension d'argile. Vous savez, vous mettez des particules d'argile dans un verre d'eau et puis vous agitez, là on a représenté un agitateur, vous agitez, et cette agitation représente notre agitation mentale. C'est-à-dire que si nous ne faisons rien, malheureusement, notre système mental fonctionne et nous ballotte de pensée en émotion, d'émotion en pensée, de pensée en émotion, d'émotion en pensée, et c'est incessant. Le propos de la méditation est de permettre la possibilité que de sortir de ce système incessant et en portant notre attention sur une seule chose, notamment donc l'observation des sensations liées à la respiration, eh bien, en ramenant sans cesse notre observation
sur le souffle, nous permettons que cette agitation mentale cesse. Et vous voyez que dans le récipient de droite, il n'y a plus d'agitation. Et lorsqu'il n'y a plus d'agitation, eh bien, dans une suspension d'argile, qu'est-ce qui se passe? Les particules d'argile, qui seraient donc l'image de nos pensées et de nos émotions, vont sédimenter. Et il apparaît donc un surnageant, je ne sais pas si vous le voyez bleuté, un surnageant qui représente notre clarté mentale. Dans cette clarté, nous pouvons être plus réceptifs aux impulsions de la conscience et aux informations universelles du vivant, ce qui est un gage d'inspiration d'une part et ce qui est un gage de santé. Alors, un autre impact de la pratique de la méditation est de distinguer les sensations qui constituent nos désirs de celles qui constituent nos envies. Évidemment, en termes grammaticaux, désir et envie sont considérés comme étant des synonymes, mais en termes de dynamique énergétique, c'est totalement différent. Comme le mot l'indique lui-même, envie, c'est ce qui nous porte envie, c'est quelque chose d'instinctif, et il serait souhaitable que nos envies guident nos choix plus que nos désirs. Pourquoi? Parce que le désir, la satisfaction de nos désirs procure une sensation qui est une sensation de jouissance. Et la sensation de jouissance va bien tant qu'elle est entretenue, mais à partir du moment où la jouissance n'est pas satisfaite, eh bien, nous vivons ce qui s'appelle une frustration et des frustrations grandissantes. Autrement dit, la satisfaction de nos désirs entretient la frustration. Et la frustration nous amène à des états de séparation intérieure et crée des dommages qui nous éloignent de plus en plus de l'unité de notre constitution essentielle. En revanche, donc, si nous écoutons nos envies, c'est-à-dire ce qui nous porte instinctivement en vie, eh bien, nos choix sont plus éclairés et nos créations, ce qui crée notre vie, tant au quotidien que dans les choix qui orientent nos grandes décisions, eh bien, sont cohérentes et nous procurent de la joie. La joie et la jouissance sont deux choses très différentes. Il est difficile de les distinguer. Seul un travail sur la sensation subtile permet d'en faire la distinction plus que l'analyse mentale. Alors, voici donc ce qui se passe dans notre esprit. Si nous méditons, ça se clarifie. Et d'un mélange qui apparaissait vert, bleu et jaune, ça fait vert, c'est-à-dire l'amalgame qui se passe dans notre esprit et dans notre corps, eh bien, la pratique de la méditation permet de le clarifier et nous pouvons remettre à leur place ce qui est du registre du désir et ce qui est du registre de l'envie. Autre intérêt de la méditation, c'est de permettre de nous affranchir de pollution. Donc certaines de ces pollutions, ça va sans dire, sont des pollutions environnementales. Il n'y a qu'à voir les grands brouillards que nous vivons en ce moment. Donc pollution environnementale, tout ceci est bien connu. Un petit peu moins connu, ce que j'appelle les pollutions collectives, à savoir que, vous voyez donc dans le... Ah mince, j'oublie toujours le super point laser. Hop, voilà. Donc dans la bulle qui est ici, sont représentés les états émotionnels collectifs. Alors, on peut prendre donc des anecdotes qui sont loin d'en être au sens premier du terme, à savoir ce qui constitue l'actualité. Et tout le monde a pu faire l'expérience de cette actualité dramatique qui concerne donc les attentats. Attentats qui sont un des sujets récurrents des actualités. Et ces attentats, hop, il y a un attentat à mon exposé. Alors, marche arrière, toc. Alors, je vais éviter d'être superstitieuse, mais j'ai la poisse. J'arrête les montres. Et en général, la plupart des appareils dans lesquels j'investis tombent en panne, en fait. Alors, j'aurais peut-être dû mettre la télécommande un petit peu plus loin de moi ou demander à une collègue de le faire à ma place, parce que si j'arrête de ce qui fait les informations télévisées, mais pas simplement télévisées. Donc tous ces phénomènes dramatiques, les attentats qui tournent en boucle, en télévisuel, en auditif, aux informations à la radio, qui font la une de la presse,
génère évidemment des états émotionnels. Chacun y va de son état émotionnel et cet état émotionnel constitue un état émotionnel collectif. Lorsqu'il s'agit de choses dramatiques, eh bien, cet état émotionnel collectif est un état de stress. Et croyez-en mon expérience, j'en ai fait l'expérience extrêmement concrète pendant mon travail intérieur. Même pendant mon travail intérieur, où j'étais coupée de toute source de communication, le téléphone était éteint, je n'avais aucun accès à Internet, je ne voyais personne. J'avais des amis qui connaissaient mon travail, qui faisaient mes courses, et je n'avais aucune interaction avec ces personnes, puisque nous avions un système de panier dans le garage, et quand je devais passer commande, je mettais un petit mot au-dessus du panier pour dire, bah voilà, merci d'acheter ça, ça et ça. Donc je n'avais aucune interaction humaine, aucune interaction avec les médias, et j'ai pu faire cette expérience tout à fait saisissante pendant mes séances de méditation, d'avoir été, alors que j'étais dans un état le plus zen possible depuis des semaines, d'avoir été saisie d'un grand état de stress, d'un grand état d'effroi, avec toutes les manifestations de la panique, c'est-à-dire sudation, tachycardie, en me disant « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Premier réflexe, c'est de se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce que j'ai ?» Voilà. Et puis, mon travail d'accueil des sensations a poursuivi son cours et je me suis rendu compte ensuite que cet état de grand stress était tout simplement le fait que j'étais sous l'emprise d'un stress collectif en lien avec l'actualité avec laquelle je n'avais aucune connexion directe. Alors, ceci fut une expérience tout à fait saisissante et je suis absolument certaine, de par mon expérience, et en sortant de ce travail intérieur, je pouvais dire, et je le dis toujours, que sans nous en rendre compte, nous sommes à 80% sous l'impact de notre environnement, dans notre façon de nous sentir, dans notre état intérieur émotionnel et énergétique. Donc chacun réagit individuellement aux événements éprouvants. Ça fait donc un nuage de stress. Et ce nuage de stress, donc comme je l'ai relaté, nous êtes sous l'emprise de ce nuage de stress, que l'on décide ou non de regarder les informations télévisées, que l'on décide ou non d'écouter la radio, que l'on décide ou non de lire les journaux. Alors, la pratique, donc ces pollutions, nous font comme quelque chose autour de nous avec lequel nous entrons en interaction et donc nous entrons en interaction avec les pollutions environnementales et collectives. Si nous voulons nous affranchir de ceci, eh bien pratiquons, méditons beaucoup, beaucoup, beaucoup et il se passe ceci. Voilà, c'est pas beau ça? Voilà. Donc nous sortons de cette coque d'isolement et nous permettons d'être beaucoup plus en relation avec la création naturelle et ce qui nous environne. Donc ceci est très important car nous le savons tous, en matière de création artistique, certains comités d'éthique remettent en question certaines recherches poussées de la science, à savoir que c'était effectivement une idée géniale de... Ah ben alors on ne peut même pas parler de l'énergie atomique, vous voyez, hein, c'est quand même un sacré progrès, parce que maintenant, dès qu'on va dire un mot qui fait référence à des choses catastrophiques, tout bug. Voilà. Alors, donc nous le savons, donc en matière de création scientifique, des comités d'éthique remettent en question certains registres de la science. C'était quelque chose de génial de penser que l'énergie des atomes était probablement l'énergie la plus forte que l'on pouvait éventuellement récupérer. Maintenant, évidemment, certains se posent la question de est-ce que c'était une si bonne idée d'exploser des atomes pour récupérer l'énergie atomique, sachant que cette énergie d'éclatement risque éventuellement de faire exploser la planète. Donc ceci est une source d'interrogation. En matière de génie génétique également, vous le savez, donc j'ai parlé du gène, du génome, du patrimoine génétique. Porter atteinte au patrimoine génétique dans son information essentielle et dans sa cohérence essentielle, est-ce que ce n'est pas trop dangereux? Et nous pouvons espérer à l'avenir en matière de science que nous aurons des scientifiques qui seront suffisamment en lien avec la cohérence de vie pour que les créations et l'innovation de demain soient reliées à l'état d'unité.
Ce qui est valable pour les créations et l'innovation scientifique est valable pour les créations et l'innovation artistique. La plupart des grands scientifiques et la plupart des grands artistes ne font pas de distinction. Tout ça pour dire que science, art et conscience doivent être à l'heure d'aujourd'hui intimement liés si nous voulons que notre évolution soit une évolution cohérente. Alors, la phrase de conclusion de cette conférence sera que l'évolution cohérente de l'humanité repose sur la clarté de notre lien à la création. La clarté de notre lien à la création, eh bien, nous sommes tous des artistes au quotidien, nous créons nos vies. Pensez que même si votre création du jour, nous sommes dimanche, est de créer un bon repas pour vos amis ou pour votre famille, pensez que votre création ne dépendra pas que de la recette de cuisine que vous avez choisie, mais aussi de votre état d'être lorsque vous créez votre recette de cuisine, et que ceci aura un état sur vos convives. Si vous êtes dans la joie, ils la mangeront dans la joie, ils mangeront de la joie, et ceci a un impact jusque dans nos cellules et jusque dans nos molécules. C'est ça, être relié à la création. Être attentif à notre état intérieur, quoi que nous fassions, être de plus en plus dans la clarté de notre conscience pour nos choix importants. Voilà. Être créateur, donc, est l'affaire de chacun, et c'est un art à la portée de tous. Voilà. Alors, je laisse la place aujourd'hui, 10h30. Il reste peut-être 2 minutes si vous avez des questions. Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc, de deux choses l'une. Soit l'exposé était très complet, soit vous êtes profondément ennuyé et vous n'avez qu'une envie, c'est d'en partir. Ah, une question. Alors, il paraît qu'il faut distribuer ceci, parce qu'en fait, la conférence est enregistrée, et si vous parlez en dehors du micro, en fait, votre question ne sera pas enregistrée ou votre intervention. Je ne sais pas si ça n'est pas une question. Voilà, ce n'est pas une question, mais je voulais vous remercier, parce que personnellement, ça a fait beaucoup d'écho chez moi. Et j'ai trouvé que vous avez géré tous ces incidents avec beaucoup de sérénité. Alors, écoutez, je vous remercie. Un grand merci. Plus personne n'a rien à dire? Bon, écoutez. Ah, un monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure d'ADN, vous avez montré le génome, etc. Oui. Vous avez parlé beaucoup de méditation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le lien entre la méditation et les chromosomes, les télomères, toute cette partie qu'on constate aujourd'hui la science? Alors, un petit peu plus. Un petit peu plus. Alors, d'une part, parce que c'est un sujet délicat, je parlerai donc uniquement en mon nom, en lien avec, d'une part, mon parcours de scientifique et de méditante, certainement. À savoir que lors de mes études, vous savez, la science, lorsqu'elle ne sait pas expliquer, parfois, dit que ça ne sert à rien. Et donc, sur une longue molécule comme la molécule d'ADN, il y a les gènes dont le code génétique permet de vérifier que le gène code pour une protéine. C'est ce qu'on appelle les séquences codantes. Et il y a d'autres séquences, d'autres brins d'ADN en dehors des gènes qui sont considérés par la science comme des séquences non codantes, c'est-à-dire ne codant pas pour des protéines. Et à l'époque où j'ai fait mes études, ça remonte un petit peu maintenant, je ne sais pas quel est le discours d'aujourd'hui parce que j'ai plus très envie d'aller traîner sur les bancs de la fac, mais le discours à l'époque était de dire que ces séquences non codantes ne servaient à rien. C'était des séquences muettes. Donc il y a les gènes qui codent pour des protéines, et puis il y a toutes des grandes parties d'ADN qui ne codent pas pour des protéines et pour lesquelles la science a dit que ça ne sert à rien. Alors évidemment, des choses qui dans la nature ne servent à rien, ça prête à interrogation. Donc on va dire que la science a pris ce raccourci. Je n'aime pas trop ces raccourcis, tout comme l'appendice, ça ne sert à rien, tout comme... Bon, voilà. Donc il est probable évidemment que ces séquences ne servent pas à rien. Et petit à petit, donc, lorsque j'ai quitté, après l'agrégation, j'ai encore gardé un pied dans la science avec certaines équipes de recherche, puis après j'ai arrêté. Là, ce qui se disait il y a une vingtaine d'années, c'était que
sur ces séquences codantes, il y avait aussi des systèmes de régulation de l'expression des gènes. Ces systèmes de régulation de l'expression des gènes sont très intéressants parce qu'on peut envisager du coup que certains gènes puissent s'exprimer mieux que d'autres en fonction de facteurs environnementaux. Et pour moi, l'environnement intérieur, vous l'avez compris, est aussi important que l'environnement extérieur. Il est donc possible et envisageable, et peut-être que ce sera un sujet de recherche, ce n'est pas moi qui l'amènerai de façon officielle, mais en tous les cas de façon officieuse, je le fais, à savoir que je pense que notre état intérieur peut avoir réellement un impact sur l'expression de nos gènes, d'une part, et éventuellement sur des mutations, et des mutations en termes d'évolution structurante et cohérente. Je ne sais pas si ça répond en partie à votre question. En partie. Pouvez-vous préciser votre question pour que j'y réponde peut-être en partie un petit peu plus ? Oui, on dit beaucoup que l'extrémité des chromosomes avec les télomères, en fait, sont très influencés dans leur vieillissement par l'effet de la méditation. Et aujourd'hui, donc à Strasbourg, il y a une université qui a fait les premiers enseignements. Je crois qu'il va y avoir les premiers diplômés qui sortent pour mettre en œuvre ces opérations de méditation. D'accord. Et prouver qu'effectivement, il y a un lien entre le vieillissement des cellules et la méditation. Et que la méditation donc, a un effet positif. D'accord. Oui, ce qui revient donc à avoir un effet sur l'expression des gènes de toute manière, en fait. Oui. Voilà, d'accord. Eh bien voilà, c'est en cours. À Strasbourg, visiblement, peut-être ailleurs, entendu. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions? Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. En tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir fait l'effort de venir de bonne heure un dimanche matin. Voilà, alors nous avons une très belle image pour cette fin. L'Éden est entre nos mains. Prenons-en soin. Voilà. Merci à vous et puis bonne journée.